Je m'entends en double. Yes. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. On espère que vous allez bien. Salut aux talkers, salut aux organisateurs. On espère que vous allez bien. Et puis, on est parti pour cette soirée des Human Talk de mai. Pour ceux qui nous rejoignent, tout d'abord, bienvenue. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est que les Human Talk. Et puis après, je vous parlerai un petit peu du programme de la soirée. Et puis, on passera au talk. Et puis ce soir, exceptionnellement, en fin de soirée, on va voir quelqu'un qui va venir faire une petite annonce. J'en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. Vous verrez bien. Les Human Talk, ce sont des petits talks qui sont ouverts à toutes et à tous, à partir du moment où ils sont susceptibles, où les sujets qu'ils traitent sont susceptibles d'intéresser des développeurs. Ce sont des talks qui se font partout en France, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant, ou un peu moins d'1 an, environ 1 an qu'on est en ligne sur Twitch, parce que il se passe pas mal de choses dehors, donc on a dû aménager les soirées, même s'il nous tarde de pouvoir reboire des bières tous ensemble et manger des pizzas après les Human Talk. Mais sinon, les Human Talk sont basés dans pas mal de villes en France. Je n'ai plus le nombre exact. Ce soir, là, on a des organisateurs qui viennent notamment de Grenoble, de Nantes ou encore de Lyon, pour vous donner un ordre d'idée. Habituellement, ce qui se passe, c'est qu'on se réunit soit dans des entreprises, soit dans des lieux comme des bars ou des salles qui veulent bien nous accueillir le temps d'une soirée. Et puis, on se retrouve après autour d'un petit buffet ou d'un apéro une fois que les talks sont terminés. Ce sont des talks qui durent 10 minutes et pas une de plus. On essaye de timeboxer un petit peu l'exercice, histoire qu'on puisse aborder facilement quelques notions et puis que ça ouvre sur des discussions après le talk. Donc après chaque talk, on aura une petite session de questions-réponses. Donc voilà. Ça se passe tous les deuxièmes mardis du mois et il me semble que j'ai tout dit. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Comme je vous l'ai dit, on aura un petit temps pour y répondre après chaque talk. Et puis même entre deux talks, si vous avez encore des questions, normalement, vous devrez pouvoir les poser dans le chat. Les talkers seront a priori présents pour y répondre. Vous avez tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui sur le lien qui est juste là. Je ne sais pas s'il y a un modérateur qui peut le mettre dans le chat en passant, mais sur le lien qui est juste ici, donc sur notre site internet, humantalk.com. Site d'ailleurs sur lequel vous pouvez soumettre des talks si vous aussi vous souhaitez passer sous la lumière des projecteurs un deuxième mardi du mois prochain par exemple. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les soirées, sur les appels à speakers qu'on fait ou sur les sujets parfois qu'on poste, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est présent sur Twitter, donc là c'est le Twitter des Human Talk en général, mais chaque ville a un compte Twitter. Le programme de la soirée. Donc ce soir, on va voir 3 talks. Le premier va être mené par Guillaume, qui va nous parler de gestion de bugs. Ensuite, on aura un talk de Cyriel, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on sauve l'équivalent d'un zèbre avec des bonnes pratiques green. Et nous terminerons sur l'introduction à Svelte en 10 minutes par Anthony. Merci à tous et à toutes, et sans transition, on va laisser la place à Guillaume. Ok, merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Alors, j'espère qu'on voit bien mon écran. Je vous présente mes slides. Donc, je suis Guillaume Lécalier, je suis architecte développeur chez BAM, qui est une startup du groupe M33 spécialisée dans le développement d'app mobile et qui utilise notamment la méthodologie Lean. Et donc, le sujet que je vais présenter, c'est une gestion Lean des bugs. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter très rapidement qu'est-ce que le Lean. C'est un outil d'apprentissage sur le terrain pour éviter des gaspillages qui se caractérise par l'expérimentation, l'apprentissage. Ça centre l'action sur le terrain, ça vise à éliminer les gaspillages et à ne pas répéter les mêmes erreurs. L'un des outils très utilisés dans le Lean, c'est le PDCA, Plan, Do, Check, Act. C'est-à-dire, on planifie une action, on la réalise, on mesure l'écart par rapport à ce qui était planifié, et ensuite, on prend des actions correctives en fonction de ces écarts qu'on avait.
Donc, on voit bien que pour planifier et mesurer, il est pratique d'avoir un indicateur. Et donc, on va se poser la question de quels indicateurs mettre en place dans le contexte des bugs. On pourrait se dire, dans un premier temps, tout simplement mesurer le nombre de bugs en fonction du temps. Ma recommandation, ce serait de ne pas utiliser cet indicateur-là pour 2 raisons. La première, c'est difficile de connaître le nombre réel de bugs d'un système à un instant donné. Et le deuxième, c'est que on pourrait introduire énormément de bugs et dépenser tout autant d'énergie à les corriger, tout en ayant un bon indicateur de stock de bugs en fonction du temps. Et ce serait pas du tout cohérent avec la philosophie Lean qui vise justement à éviter les gaspillages. Alors, pour se demander quel indicateur on devrait utiliser pour une gestion Lean des bugs, il faut se demander qu'est-ce qu'un système qui réduit son nombre de bugs. Alors, la réponse qu'on donne, nous, chez BAM, c'est un système où les bugs sont détectés, où peu de bugs nouveaux sont introduits et où les bugs existants sont corrigés. Donc, on en tire 3 indicateurs pour réduire, enfin, pour tacler les nouveaux bugs sont introduits. On met en place le volumine, on mesure le volumine à un intervalle régulier qui peut être la journée ou le sprint ou la semaine. Les bugs existants sont corrigés, on mesure le stock de bugs. Donc, si on veut que le stock diminue, il faut d'une part avoir contrôlé le volumine et corriger les bugs existants. Et les bugs sont détectés. Ça, c'est un indicateur un peu plus compliqué à mettre, un peu plus compliqué. Mais nous, on a pris le parti de mesurer le nombre de jours sans bug détecté. Ça nous assure que quand on fait une passe de recette, elle doit être exhaustive, qu'on doit détecter tous les bugs pour que dans les jours suivants, on n'ait plus de bugs dans notre système non découvert. Un autre indicateur pourrait être la durée moyenne de détection, mais c'est un indicateur difficile à mettre en place puisque ça implique qu'à chaque fois qu'on détecte un bug, on doit creuser quelle était la date d'introduction du bug et mesurer la durée de détection. Donc, c'est pas un indicateur facile à mettre en place puisqu'il y a des calculs à faire, enfin de l'investigation à faire au moment de la détection. J'indique que on pourra faire varier ces indicateurs en fonction de la criticité du bug, mineur, majeur, critique ou d'autres, mais je vais pas aborder ça dans cette présentation. Donc, la philosophie Lean nous dit qu'il faut tirer les apprentissages de nos indicateurs et pour avoir des actions correctives. Donc, les leviers d'action du volumine peuvent être très variés, par exemple la qualité du code, la formation des développeurs, la réduction de la dette technique, la relecture du code, les tests automatisés et bien d'autres. Pour le stock des bugs, l'un des leviers d'action principaux, ça va être la priorisation de la correction des bugs. Il va y aussi avoir la célérité de l'équipe, la formation au débugage et d'autres aussi. Pour la détection, on a les tests automatisés, la fréquence de recettes, le cahier de recettes, les conditions de test, la formation des testeurs et l'environnement de test. Alors, c'est pas toujours facile de tirer des actions correctives à partir d'indicateurs macro. Pour cela, la philosophie Lean nous donne un outil, c'est l'analyse pièce à pièce, notamment via le QRQC. Le QRQC, c'est le Quick Response Quality Control. Ça a été développé par Nissan dans les années 1990. Et ça vise à l'amélioration continue des process et éviter les incidents récurrents. Alors là, je vous présente un template qu'on utilise chez BAM pour réaliser nos QRQC. Donc, on a une description rapide du problème. Et notamment, on va récupérer, analyser le ticket Trello, Jira ou concurrent et le commit qui a introduit le bug et analyser et récupérer le flux précis de tests et de code review et le processus réel de fabrication qu'on aura récupéré de l'analyse des tickets et du commit. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on code, lorsqu'on crée un système informatique, on a beaucoup de bugs potentiels qu'on va essayer d'éviter avec des différents murs qualité lors de la production et des tests. Ces murs qualité peuvent être la formation, les standards, la conception fonctionnelle ou technique,
ou les tests unitaires, la relecture de code, etc. Donc, pour essayer de vous convaincre de l'utilité du QRQC, je vais donner un exemple fictif assez simpliste pour montrer comment on peut utiliser cet outil. Par exemple, notre problème pourrait être un site web qui plante en production, qui rend le client furieux et qui a mis 24 heures à être détecté, mais 2 jours à être corrigé. On a récupéré donc le ticket Jira et le commit d'introduction du bug. Et on a, à partir de ce ticket et ce commit, on a retracé le flux de tests et de code review. Donc, Pierre a testé sa fonctionnalité localement, il a testé le typage, écrit un test unitaire, le code a été relu par Marie, la CA est passée, il y a une recette sur Safari. Idem pour la fabrication, il n'y a pas eu de conception technique, il a créé une branche, importé une lib externe, etc., etc. À partir de ces processus de test et de fabrication détaillés, on va en tirer des hypothèses de cause. Par exemple, ici, il n'y a pas eu de conception technique, donc ça a causé des problèmes. Il aurait pu utiliser un paramètre non fonctionnel sur Internet Explorer dans sa librairie externe, où il n'a testé que localement que sur un navigateur, alors qu'il aurait peut-être pu tester sur tous les navigateurs. Mais dans la philosophie Lean, on ne s'arrête pas de là. On a un autre outil qui s'appelle les 5 pourquoi. Du coup, nos hypothèses des causes, on ne va pas s'arrêter là, on va répéter la question pourquoi pour essayer d'aller récupérer les causes racines de nos problèmes. On prend un exemple, pas de conception technique. Pourquoi la tech lead, Marie, qui d'habitude fait la conception technique, n'est pas dispo? Pourquoi Marie est staffée sur 2 projets à la fois? Pourquoi il y a un manque d'effectifs? Pourquoi? C'est donc qu'il y a peut-être une problématique de recrutement. Donc, on peut voir que les causes racines de ce problème, déjà, elles peuvent être très variées, mais elles peuvent être aussi éloignées du code. Si je prends un exemple dans les tests, on peut voir Pierre ne teste localement que sur un navigateur. Pourquoi Pierre n'a que ce navigateur sur sa machine? Pourquoi, par exemple, Pierre ne veut pas installer des navigateurs? Et pourquoi il ne veut pas installer des navigateurs? Parce qu'il n'a presque plus de stockage sur sa machine. Donc là, on en revient à un problème de matériel qui a en partie causé un bug. Et donc, à partir de ces hypothèses de cause qu'on a creusées profondément, on va déjà pouvoir confirmer ces hypothèses par le GoAnsys, c'est-à-dire en allant voir directement dans le code par des éléments factuels ou en allant interroger la personne en question. On va pouvoir s'assurer qu'on a des standards qui taclent ça et s'ils ont été bien appliqués, et prendre donc des actions correctives, peut-être de formation, de création de standards ou de formation aux standards, ou tout simplement des actions très concrètes comme des actions sur le matériel, comme on a dans cet exemple-là. Voilà, c'était ma présentation du QRQC, et j'ai quelques remarques à vous donner pour conclure. On peut voir que grâce au QRQC, que les causes racines d'un bug peuvent être très loin du code. Donc, je vous encourage vraiment à faire cette analyse des causes racines profondes lors de la détection d'un bug. Nous, on a un standard chez BAM, c'est un bug est égal à un QRQC pour qu'à chaque fois qu'on s'est raté dans nos murs qualité, on s'améliore et qu'on ait moins en moins de bugs dans le futur. L'amélioration continue, ça prend du temps. Il faut donc prévoir ce temps, sinon on ne la fait pas. Ce sera un petit investissement sur le court terme, mais sur du long terme, vous verrez, il y aura sûrement des bienfaits qui seront finalement un gain de temps. Et enfin, le Lean, ça ne se délègue pas, il doit être animé par l'équipe elle-même. Donc, je vous encourage vraiment à ce que tous ces indicateurs, ces QRQC, ils soient animés directement par l'équipe de production qui réalise le code. Voilà, c'était tout pour ma présentation. Merci. Alors, merci à toi. Si on regarde, j'ai pas vu de questions passer. Alors, je ne sais pas si vous en avez. Ouais, moi j'ai une petite question. Je voulais savoir si ça prenait, enfin, quel temps ça prenait de faire des QRQC? Est-ce que c'est quelque chose qui prend du temps aux équipes ou c'est tellement dans le workflow que ça se fait naturellement et
Nous, le standard qu'on met en place, en fait, c'est dès qu'un bug est détecté et corrigé, pardon, pour pouvoir merger le code de correction, on doit inclure le QRQC dans le template VR. Comme ça, on s'assure que ça a bien été fait et qu'on ne met pas plus tard. Et dans les faits, ça peut prendre entre 15 et 30 minutes. Ça peut parfois prendre vraiment 30 minutes, c'est quand même pas mal de temps. C'est parce que de temps en temps, il faut aller rechercher la personne qui a introduit le ticket, lui poser les bonnes questions et réfléchir justement sur quelles peuvent être les meilleures actions qui peuvent effectivement, comme je l'ai montré, être éloignées du code. Si on doit s'adresser à l'équipe de recrutement, l'action, elle ne se fait pas immédiatement. Et c'est pas trop mal pris. Est-ce que c'est pas pris comme du fingerpointing ou ouais, est-ce que c'est pas pris comme du fingerpointing du coup? En fait, justement, le fait que ce soit animé par l'équipe qui est l'équipe de développement, qui souvent est celle qui a introduit le code, c'est mieux que d'externaliser. Et en fait, si jamais on doit s'adresser à un service externe, en fait, avoir l'historique et l'argumentation des pourquoi du lien de cause à effet, en fait, justement, ça donne de la puissance à l'action qu'on propose. Ouais, ok. Ça fait partie de la philosophie de Lean. Avoir toute l'arborescence des causes, c'est un argument pour convaincre son interlocuteur. Je comprends. C'est plus vécu comme une enquête, comme on remonte une piste tous ensemble plutôt que du fingerpointing. C'est cool. Oui, et aussi l'un des piliers du Toyota Way, du coup, la méthodologie, ça a été développé dans les années 70 par Toyota, c'est le respect des personnes et la bienveillance. Du coup, quand on met en place une stratégie Lean dans une entreprise, c'est tout un ensemble en fait. Il faut aussi avoir toute cette bienveillance à côté et cette envie de progresser. Ok, je pense que ça répond à des petites questions qui sont apparues. Il y en a une autre qui est apparue de Santar. Est-ce que ça bypasse le rôle de la rétro? Nous, non, on fait tout de même des rétros de fin de sprint. J'imagine qu'on parlait de ça. La rétro, en fait, c'est plus macro. Le QRQC, c'est vraiment ce pièce à pièce. C'est à chaque fois qu'on s'est raté, on s'améliore. La rétro, généralement, on va un peu prendre ça va tacler les problèmes qui ont été les plus impactants, dont les développeurs, dont l'équipe se rappelle le plus à la fin du sprint. Là, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est raté, on s'améliore. Et du coup, l'avantage, c'est que plus on introduit de bugs, plus on est censé prendre d'actions correctives. Du coup, ça s'équilibre naturellement. Si on est bon, on ne perd pas trop de temps à faire des actions. Si on est moins bon, c'est qu'il y a un problème et du coup, il y a sûrement besoin de plusieurs actions. Est-ce que vous utilisez QRQC depuis longtemps? Est-ce que ça a changé votre façon de coder ou de tester? En fait, je pense que chez BAM, les QRQC datent d'avant mon arrivée. Ça fait 2 ans que je suis chez eux. Ça doit faire 3-4 ans qu'ils utilisent ça. Et je pense que progressivement, en fait, ça fait évoluer beaucoup les standards de l'entreprise, puisqu'on voit sur le template qu'à chaque fois, on va se poser la question si un standard existe. Et s'il n'existe pas, souvent l'action, ça va être de créer le standard si c'est quelque chose d'assez qu'on peut rendre assez transversal. Donc oui, il y a pas mal de standards de code. Typiquement, tous nos projets, on utilise le typage. Je ne sais pas si ça vient d'un QRQC, mais petit à petit, nos standards évoluent, oui, grâce au QRQC. Je ne saurais pas donner un exemple très précis à l'instant. Il y a une autre question. Si on est dans une petite structure et que les deadlines ne sont pas suffisantes pour implémenter ou appliquer la philosophie de Lean, comment cibler et empêcher les bugs potentiels dans un monde idéal, bien sûr?
on suit tous le process de lead. Alors, en fait, c'est la philosophie Lean. En théorie, elle s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise ou de la structure. Mais en fait, elle se fait étape par étape. Je pense que tout système, à chaque fois qu'il y a un problème, j'ai beau être développé tout seul de mon côté, si j'ai un bug et que j'analyse les causes racines, je suis déjà en train de faire du Lean. Et je pense que c'est une bonne pratique que même des développeurs individuels peuvent commencer à apprendre, essayer de s'améliorer quand ils se sont trompés, même tout seuls. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Puis je pense qu'on va pouvoir passer au talk suivant. Merci à vous. C'est à mon tour. Alors, du coup, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Cyrielle et je suis développeuse à Théodo depuis 2 ans. Théodo, c'est une entreprise qui fait des applications web pour des clients et qui fait partie du même groupe que BAM, du talk précédent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sauver l'équivalent d'un zèbre avec des bonnes pratiques green. Et pour commencer, je vais vous parler d'une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre mon iPhone 6S et moi. Donc cet iPhone, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné en 2018, donc il avait déjà un petit peu vécu. Et il y a quelques semaines, il s'est passé un événement terrible. Je l'ai fait tomber par terre et l'écran s'était brisé en 1000 morceaux. Donc au début, j'étais un peu dégoûtée, comme les gens qui ont déjà vécu cette expérience peuvent le témoigner. Et puis, je suis allée en boutique et j'ai fait changer l'écran. Et quand j'ai raconté ça à mon amie, elle m'a dit « Mais enfin, pourquoi tu n'as pas racheté un téléphone neuf ?» Et du coup, ce que je lui ai expliqué et ce que je voudrais vous expliquer pendant ce talk, c'est pourquoi j'ai préféré le réparer plutôt que d'en acheter un nouveau. Pour vous parler de ça, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le changement climatique et notamment l'empreinte carbone du numérique. Le numérique, on ne le voit pas forcément, mais ça consomme. Ça concerne 4% des émissions mondiales de CO2 dans le monde et ça augmente fortement puisque d'ici 2025, le chiffre project estime que ça pourrait correspondre à 8%. Je vous ai mis un petit graphe qui présente comment sont réparties ces émissions. Donc, la majorité provient de l'utilisation et il y a 45% qui vient de la production. Donc, en voyant ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que consommatrice et en tant que dev, pour réduire ma consommation? Du coup, je suis allée voir sur le site de Green IT et je vous ai fait un graphe qui montre les économies qu'on peut faire en kilos de CO2 équivalent par an. Donc, le CO2 équivalent, si vous ne savez pas, pour aller vite, en gros, il y a plusieurs gaz à effet de serre. Le principal, c'est le CO2, mais il y en a d'autres comme le méthane ou des gaz qu'on peut retrouver, par exemple, dans les frigos. Et ils n'ont pas le même pouvoir réchauffant dans l'atmosphère. Donc, pour étalonner tout ça, on a décidé de prendre comme référence le CO2 et on parle du coup en CO2 équivalent. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est supprimer 100 gigas de mail. Et c'est déjà énorme parce que moi, j'ai regardé et sur ma messagerie Gmail, j'ai 15 gigas maximum de stockage. Donc, supprimer 100 gigas de mail, c'est une économie de 4 kg de CO2 équivalent par an. On peut faire un peu plus et éteindre sa box ADSL 15 heures par jour. Là, on est à 13 kg de CO2 équivalent par an. Et si on veut faire un gros effort, alors là, on peut allonger la durée de vie de son ordinateur et le garder 6 ans au lieu de 3. Donc, on peut voir que la fabrication a un fort impact et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre l'exemple de smartphone et on va regarder de quoi est composé un smartphone. Donc, un smartphone, il y a du plastique, du verre et 40 à 60% de métaux. Dans les métaux, on va trouver des cuivres, on va trouver des métaux précieux comme de l'or ou de l'argent, un tout petit peu de terres rares dont on entend beaucoup parler, et puis d'autres substances comme par exemple du carbone. Du coup, pendant la fabrication, on va utiliser beaucoup de métaux. On en utilise en moyenne une 50aine et on peut en utiliser jusqu'à 70.
Et donc, pour récupérer ces métaux, il n'y a pas de secret, il faut aller creuser dans des mines. Donc, on va extraire, on va nettoyer, on va transformer. Ce qui fait qu'en fait, pour fabriquer un smartphone de taille classique, il faut environ 200 kg de matériaux à extraire pour récupérer les métaux. J'ai regardé à quoi ça correspondait, 200 kg, et c'est à peu près un zèbre. Donc, c'est plutôt pas mal, un zèbre, ça fait pas mal de matériaux. Et donc, toute cette extraction, ça a un coût énergétique. Dans le cas du smartphone, c'est assez impressionnant, mais 90% de ces émissions de gaz à effet de serre sont réalisées avant même qu'il soit déballé. Ça veut dire que quand on va le recharger et l'utiliser dans la vie de tous les jours, c'est assez anecdotique par rapport à tout ce qui va être émis pendant sa fabrication. Pour un smartphone, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 60 kg de CO2 équivalent, et pour un ordinateur portable, c'est plutôt 500. Pour être à peu près à la neutralité carbone, on sait que nous, en tant que personne, on doit être à peu près à 2 tonnes de CO2 par an, donc on va voir que ça a un coût assez important. Mais ce n'est pas seulement un coût énergétique, c'est aussi de l'épuisement des ressources, puisque l'industrie de l'électronique va consommer pas mal de métaux, comme on a vu, beaucoup d'or, d'argent. Et en ce qui concerne les métaux rares, il y a 19% qui concernent uniquement les ordinateurs et les smartphones. Donc ces deux devices, en fait, vont concentrer une grosse production de métaux rares. Le reste va être utilisé, par exemple, dans des haut-parleurs. Et cet épuisement des ressources, ça a des conséquences, puisque avant, en 1920, quand on voulait avoir 7 kg de cuivre, on devait extraire 240 kg de minerai. Et vu qu'on en extrait beaucoup, il y en a de moins en moins. Et aujourd'hui, pour avoir la même quantité de cuivre, il faut extraire 1 tonne de minerai. Donc ça veut dire qu'il faut de plus en plus d'énergie, donc il va y avoir de plus en plus d'émissions, et ça va du coup polluer de plus en plus. En parlant de pollution, quand on va extraire, traiter les métaux et ensuite fabriquer les devices, on va utiliser de l'eau. Et cette eau, quand elle va être rejetée, elle est polluée en acide et en métaux lourds. Et les conséquences que ça a sur l'environnement, c'est que les terres agricoles autour deviennent infertiles, on ne peut plus rien cultiver. Il y a une destruction de la biodiversité, donc par exemple, il n'y aura plus de poissons dans les fleuves aux alentours. Et les populations qui vivent vers ces mines vont être empoisonnées et il y aura surtout beaucoup de cas de cancer. Je vous ai mis l'exemple ici d'un article du Monde qui parle d'un village en Chine qui extrait une terre rare qu'on utilise dans les haut-parleurs. Et ce village a été détruit en fait parce qu'il était devenu totalement inhabitable et tout le monde était tombé malade. Donc, c'était la partie un petit peu déprimante sur la fabrication. Mais on peut se dire, ok, alors, il faut fabriquer moins, mais c'est pas grave parce qu'on a déjà fabriqué beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de téléphones. On n'a qu'à recycler ce qu'on n'utilise plus et du coup, ça va diminuer les émissions. Alors, le premier problème avec ça, c'est qu'on ne va pas forcément collecter tous les appareils qu'on n'utilise plus. En France, on estime qu'on va en collecter environ que 15%. Et moi-même, à la maison, j'ai toujours des téléphones qui traînent au cas où. Et au niveau mondial, seulement 17% des déchets électroniques sont récupérés et recyclés. Ça veut dire que tout ce qui reste, déjà, on ne va pas pouvoir récupérer les métaux. Ça va être brûlé, enterré ou abandonné dans les potoirs. Et donc, ça va générer encore plus de pollution et d'émissions. Et même si dans un monde idéal, on arrivait à récupérer tous les appareils en fin de vie, le recyclage a ses limites parce qu'on est sur des composants très petits qui sont imbriqués les uns avec les autres et c'est très complexe en fait de récupérer les métaux. Par exemple, pour les terres rares, on a vu qu'un téléphone en contenait 0,1% dans tous les métaux, c'est super dur à récupérer. Il y a une étude qui a été faite et qui montre que sur plus de la moitié des métaux les plus utilisés dans l'industrie, ces métaux ne sont recyclés à moins de 1%. Donc en fait, ils ne sont quasiment pas recyclés. Donc, si la fabrication, ça émet beaucoup, que le recyclage n'est pas vraiment une solution, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que consommateur et en tant que développeur? En tant que consommateur, on peut passer à l'action et pour ça, on peut garder un petit peu plus longtemps son ordinateur ou son téléphone. Il y a une étude du Shift Project qui a montré que si on gardait son ordinateur 5 ans au lieu de 3, qui est la moyenne, on pouvait diminuer de 37% nos émissions. Et c'est encore mieux pour un smartphone parce que si on le garde juste 1 an de plus que la moyenne, on les réduit de 26%. Donc en fait, ça veut dire que ce n'est pas la peine de garder 10 ans son ordinateur pour que ça soit vraiment intéressant, mais juste le garder un tout petit peu plus, c'est déjà un super geste pour la planète. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on veut le garder un peu plus longtemps? Comme moi, on peut le réparer quand il est cassé. Et je vous ai mis le classement de Fixit qui montre l'indice de réparabilité des smartphones. Donc ça permet de voir quand on achète un téléphone, si on va facilement pouvoir remplacer des pièces quand il est cassé. Donc ça veut dire peut-être qu'on pourra le faire soi-même, ou alors que ça coûtera moins cher forcément en réparation. Et celui qui gagne, qui arrive en tête du classement, c'est le Fairphone. Donc, si vous ne connaissez pas le Fairphone, c'est un téléphone qui est éthique
donc qui fait attention quand il extrait les métaux, qui n'emploie pas d'enfants pour monter les téléphones. Et on peut hyper facilement changer ce qu'on veut, donc il est upgradable, on peut changer pour la dernière batterie, pour une caméra plus puissante, donc on peut tout à fait le personnaliser. Ensuite, si vraiment on doit prendre un nouveau téléphone, on peut privilégier le reconditionner, par exemple sur Back Market, où il y a d'autres sites, je vous en ai un ici. On y pense souvent quand on achète, mais on peut aussi revendre son appareil dont on ne se sert plus pour qu'il ait une deuxième vie avec quelqu'un d'autre, et là, du coup, on prolonge aussi sa durée de vie. Et si vraiment on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas faire les 2 étapes précédentes, alors en dernier recours, on peut recycler. Et là, on peut aller voir sur Écologique pour trouver un centre de collecte des équipements électriques et électroniques. Ça marche pour les téléphones, mais ça marche pour à peu près n'importe quoi. Et pour les devs, qu'est-ce que nous, on peut faire? Alors en fait, en tant que dev, ce qui est important, c'est qu'on développe des applications qui ne poussent pas l'utilisateur à se dire qu'il faut qu'il change de téléphone ou d'ordinateur pour pouvoir naviguer dessus. Donc, il faut que l'application soit légère et performante. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'enlever des fonctionnalités inutiles, parce qu'on pense souvent en rajouter, mais rarement en enlever. On peut diminuer la taille de notre bundle, donc ça veut dire que celle des librairies que le client va télécharger. On peut utiliser du cache, limiter les images, il y a plein de choses à faire. On peut s'assurer de la compatibilité sur des OS plus anciens, pour permettre aux personnes qui ont un téléphone un petit peu plus vieux de le garder et de ne pas être obligé de le changer. Et nous, en tant que dev, on a tendance à dev sur des super ordis et on ne voit pas forcément comment se comporte notre site sur un ordinateur peu puissant ou avec un réseau qui ne tient pas la route. Si on a les moyens, on peut tester sur BrowserStack ou alors, dans les DevTools, on peut modifier notre réseau pour voir ce qui se passe quand c'est un petit peu plus lent. Là, je suis allée super vite, mais si le sujet vous intéresse, il y a Green IT qui publie régulièrement les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web. Et il y a un super site qui s'appelle Techologie. Ils font un podcast super intéressant qui parle de tech et d'écologie. Il y a un Slack où vous pouvez discuter avec d'autres gens qui sont intéressés par le sujet. Et ils font une newsletter toutes les 2 semaines qui est super intéressante. Du coup, en conclusion, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la fabrication des téléphones et des ordinateurs, c'est un lourd impact environnemental, que ce soit en termes de gaz à effet de serre, de pollution, d'épuisement des ressources, mais aussi un impact social que je n'ai pas évoqué dans ces slides. Le recyclage n'est pas une solution qui fonctionne très bien. Et évidemment, en tant que consommateur, c'est pas juste votre faute, c'est la faute de l'obsolescence programmée, du marketing. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est de prolonger la durée de vie de notre matériel en le réparant ou en se tournant vers le reconditionner. Du coup, en conclusion, je vais rester avec mon iPhone 6S un petit peu plus longtemps. Voilà. Pour ce talk, c'est intéressant. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Je n'ai pas vu. Ça se base sur des langages de programmation plus ou moins puissants. Alors, il y a une petite question. Le pricing BrowserStack est quand même pas donné. Vous connaissez des alternatives? Oui, c'est pas donné, du coup on l'utilise pas non plus chez nous. Ce qu'on fait, si on a la possibilité, c'est de tester sur des appareils plus anciens, si on en a au bureau. On va essayer de diminuer la qualité du réseau pour voir un peu ce qui se passe. Et malheureusement, c'est un peu tout ce que je connais. Apparemment, BrowserStack, ça a l'air vraiment chouette à utiliser, mais c'est vrai que c'est moi qui ai mis le message, en fait, je l'ai mis pour voir si le chat aussi avait des idées, mais on l'a pas non plus. On l'a pas non plus parce que voilà quoi, c'est pas donné. Mais ça a l'air d'être un outil assez ouf quand même. Ah, oui, je viens de penser à un truc. Sur WebPageTest, on peut sélectionner des devices sur lesquels on peut tester. Et donc, on peut choisir, par exemple, des vieux modèles de téléphone ou un certain réseau. Ça permet aussi d'avoir une idée. Watch and Test. WebPageTest. Désolé pour mon accent. Non, pas de souci, c'est moi qui ai mal. Merci. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir enchaîner.
Parfait. Eh bien, allons-y. Mes slides sont affichés. Parfait. Du coup, ce soir, moi, je voulais vous parler un petit peu de Svelte, vous montrer comment devenir Svelte en 10 minutes. Plus précisément, on va faire un tour rapide de Svelte pour vous présenter un petit peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas et voir les différenciations, on va dire, avec les concurrents. Donc, désolé pour ceux qui sont venus pour savoir comment préparer leur summer body. C'est bien de dev qu'on va parler de Svelte.js. Je vais me présenter rapidement. Donc, Anthony Legouache, je suis directeur technique chez Zenica, développeur essentiellement front-end. Je m'intéresse à Svelte depuis un moment, depuis 2 ans maintenant, investi dans la communauté puisque je suis organisateur du Svelte Society France, la communauté française de Svelte. J'ai fait quelques talks sur le sujet, également quelques contributions sur le projet. Donc voilà pour moi. Et puis on va enchaîner directement sur la présentation de Svelte. Alors j'ai pas fait de slide. On va faire tout en live comme ça. On va aller parcourir la documentation de Svelte et puis on va aller regarder un petit peu le code ensemble. Donc pour vous parler de Svelte, donc Svelte, qu'est-ce que c'est? C'est un framework, on va dire. On va préciser un peu ce que c'est après, mais on va dire dans un premier temps un framework JavaScript orienté composants, comme peuvent l'être ses concurrents, comme du Angular, comme du React, comme du Vue.js. Et c'est quelque chose qui a été développé par un gars qui s'appelle Rich Harris, qui est graphics editor au New York Times, qui est quelqu'un qui est relativement connu dans la communauté, en tout cas dans l'écosystème JavaScript, pour avoir déjà sorti quelques projets assez importants, et notamment le projet Rollup, que vous connaissez peut-être, qui est un module bundler, un peu à la Webpack. Et donc, il a créé ça il y a quelques années, et puis on parle beaucoup de Svelte maintenant depuis quelques temps, depuis la sortie de la version 3, surtout, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Ce qu'il faut retenir de Svelte, c'est que avant toute chose, avant d'être vraiment un framework JavaScript, c'est avant tout un compilateur, et c'est bien ça le point différenciant par rapport à ses concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que c'est un compilateur? Tout simplement, c'est que Svelte, c'est l'outil qui va venir lire et interpréter le code que vous allez écrire dans une syntaxe particulière qui est propre à Svelte, qui va être écrite dans des fichiers d'extension .svelte, justement, dans une syntaxe qui est assez concise, et du coup, ça adresse le premier petit encart que vous avez à gauche ici, là, le writeless code, qui est un des principes aussi de Svelte, c'est d'avoir quelque chose de vraiment concis. Si on compare des composants simples de Svelte par rapport à ses concurrents, aux autres frameworks dans l'écosystème JavaScript, on se rend compte qu'on va avoir moins de caractères, en tout cas, et des choses plus courtes, plus concises pour faire les mêmes actions. Donc, le compilateur Svelte, il va prendre votre code qui est écrit dans cette syntaxe Svelte et puis le traduire dans du JavaScript qui va être optimisé pour les navigateurs. La conséquence de ça, c'est que lors de cette phase de compilation, Svelte finalement va pouvoir déjà faire un certain nombre de calculs, réaliser un certain nombre d'opérations et c'est autant d'opérations finalement qui vont pas être ensuite à traiter dans le navigateur. Et donc l'impact de ça derrière, c'est que forcément notre application, au final, le bundle qui constitue le code de notre application, au final, qui sera téléchargé par l'utilisateur, eh bien ce bundle-là va être réduit en termes de taille. Du coup, le navigateur, déjà, il va avoir moins de code à télécharger. Pour l'utilisateur, on va avoir un rendu qui va se faire plus rapidement. Moins de code à télécharger, moins de code JavaScript à lire, à parser, à interpréter. Et du coup, forcément avoir un gain de performance. Si on compare par rapport aux frameworks comme du Vue.js, comme du React, etc. À chaque fois que vous créez votre application, finalement, dans le code qui constitue votre application, au final, vous allez avoir 2 choses. Vous allez avoir le code qui aura été écrit par l'utilisateur, qui correspond au fonctionnement de l'application et le code métier, etc. Et puis, ce code-là va fonctionner avec le code du framework en lui-même, qui est également embarqué dans le navigateur. Ça, c'est pas vrai avec Svelte, ou en tout cas, c'est moins vrai parce que grâce à cette phase de compilation, le code JavaScript qui est vraiment du code qui vient de Svelte et qui est finalement disponible, qui est embarqué dans l'application et donc qui va tourner dans le navigateur, il va être très réduit par rapport aux autres frameworks. Donc, on va avoir une application plus légère.
Donc ça, c'est le premier point à retenir, c'est que Svelte, avant d'être un framework JavaScript, qui va du coup quand même, je précise, mais va quand même mettre à disposition tout un tas de features comme on peut les avoir dans les autres frameworks JavaScript. La principale différenciation, c'est que avant d'être un framework, c'est surtout un compilateur. Et du coup, le premier impact, c'est ce fameux poids des applications qui va être plus léger. Le deuxième point, ça adresse les deux choses que vous voyez ici à côté, les encarts bleus et gris là. Quand on parle de Svelte, on parle d'un framework qui va être finalement extrêmement réactif. On définit la réactivité comme étant le système qui fait que lorsque l'utilisateur va interagir avec notre application, avec un composant qui va venir par exemple cliquer sur un bouton, qui va venir rentrer du texte dans un input texte, des choses comme ça, on va avoir finalement un bout de code JavaScript dans notre application qui va réagir en conséquence, faire un certain nombre d'opérations et ensuite aller faire provoquer un nouveau rendu pour l'utilisateur. Des frameworks comme Vue.js ou React se basent sur un système de DOM virtuel, de Virtual DOM, pour gérer cette réactivité finalement. Le Virtual DOM, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une représentation virtuelle sous forme d'objet JavaScript du vrai DOM, donc on va dire de la hiérarchie de nœuds HTML qui vont composer votre application. Et donc, le système, enfin l'implémentation dans ces différents frameworks est la suivante. Quand on va détecter un changement d'état dans l'application, ou plus précisément dans un composant qui fait suite à une action utilisateur, par exemple, et bien à ce moment-là, le framework React ou Vue.js va aller créer une nouvelle copie de ce DOM virtuel et avec les impacts qui auront été précalculés pour faire suite aux actions de l'utilisateur. Et on va venir comparer cette nouvelle version du Virtual DOM avec la précédente et puis voir si on a eu des changements. Et s'il y a des changements qui ont été détectés, à ce moment-là seulement, on va venir finalement mettre à jour le vrai DOM et donc utiliser les API du navigateur pour mettre à jour l'application et faire un nouveau rendu. Donc ça, c'est un gain de performance, de faire seulement des opérations de comparaison sur des objets JavaScript et ne pas aller plus loin finalement dans la manipulation des API du navigateur qui peuvent être un peu lourdes à utiliser. Et donc, pour revenir à la réactivité, Svelte, grâce à cette phase de compilation, finalement, va pouvoir se passer de cette partie Virtual DOM et va pouvoir déjà calculer un certain nombre de choses lors de la phase de compilation pour ne pas avoir finalement à avoir toute cette logique de comparaison et de savoir au runtime, donc dans le navigateur, quels sont les nœuds HTML qui vont devoir être modifiés lorsqu'on va avoir une action utilisateur. Tout ça, ça va pouvoir être fait directement lors de la phase de compilation. Voilà un petit peu pour le tour du propriétaire, on va dire. Maintenant, on va aller dans le REPL pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur un composant très simple en Svelte qui affiche voilà, un name très simplement, rien d'incroyable ici. Je vais vous montrer le JS Output ici. Je vais zoomer un petit peu. Je pense que là, vous voyez bien. Ça, c'est donc le code final qui représente mon application. Ici, on a 41 lignes de JavaScript et on a, vous voyez, très peu de choses qui viennent du framework en lui-même. Et si on veut aller voir même ce que c'est, ces fonctions-là, on peut aller regarder dans le code. Dans le code de Svelte, c'est vraiment des choses très minimes. C'est souvent du sucre syntaxique pour aller manipuler les API du navigateur. Donc ici, on déclare un composant Svelte, app, on a un constructeur, OK, on fait quelques petites choses. Et ici, on a cette fonction createFragment qui prend un contexte et qui va nous retourner un objet JavaScript dans lequel on va avoir plusieurs fonctions, notamment cette fonction C ici, qui est la fonction qui va finalement créer le composant. Qu'est-ce qu'on fait ici? On crée un H1 parce que c'est la seule chose qu'on a ici à afficher et puis on lui donne différentes valeurs. On peut aller regarder, hop, si je passe ici, là je suis dans le code de Svelte, dans la partie runtime, donc la partie qui va être embarquée dans le navigateur. On peut rechercher cette fonction element. Elle est définie ici, en fait, c'est simplement une fonction JavaScript, en l'occurrence c'est du TypeScript, qui prend un nom de tag HTML et qui va appeler les API du navigateur en faisant un document.createElement.
Voilà, très simplement. Et puis maintenant, je vais vous montrer un petit peu la réactivité. On peut faire des choses assez simples en Svelte. Je vais créer un input de type texte. Comme ça, je vais binder la valeur sur mon name qui est ici. Hop, on peut voir que ça marche très bien. Ça, c'est génial. On voit ici qu'on a certaines choses qui ont été ajoutées dans notre application au final par le compilateur pour détecter les changements sur cette valeur de name. Ici, on a une fonction, elle est où? P ici, qui a été créée pour vérifier quelles sont les valeurs de notre composant, enfin les valeurs de l'état de notre composant qui ont été modifiées pour voir si on doit générer un nouveau rendu. Et si c'est le cas, alors on va aller faire un setData qui est juste une fonction qui va changer le contenu d'un node HTML qui aura été défini juste au-dessus ici. Et en fait, vous voyez qu'ici, on a déjà la liste de tous les nœuds HTML qui vont composer notre application. Donc, en l'occurrence, ici, c'est le T1 qui est donc la chaîne de caractères ici qui va être contenu entre notre hello et notre point d'exclamation. Je vais accélérer parce que j'arrive au bout du temps. Et pour aller un tout petit peu plus loin dans la réactivité, je voulais vous montrer quelque chose qui est, par exemple, si je veux faire quelque chose comme ça, name uppercase, hop, qui va afficher le nom en majuscule de notre qu'on a là. Je suis arrivé au bout de 10 minutes. Je termine juste. Hop, name.toUppercase. On va l'afficher en dessous ici dans un P, name uppercase. Hop, là ça va pas marcher, on n'a pas de réactivité et il y a une syntaxe très cool dans Svelte qui permet justement d'introduire la réactivité et de rendre des variables réactives. Ici, au lieu de faire un let, je fais un $2 et direct j'ai une variable qui devient réactive. Le name devient une dépendance de cette variable réactive et lorsqu'on va détecter un changement sur cette propriété de l'état du composant, alors on va aller modifier directement le nœud HTML qui a été identifié comme étant le nœud HTML qui va avoir un impact lorsqu'on va modifier notre variable. C'est ce qu'on a ici. En gros, hop, on a une détection ici sur la valeur de uppercase et ici dans cette fonction m. Tac, tac, on aura ajouté au préalable notre nœud qui est ici T4 qui correspond au texte qu'on veut afficher. Et donc, on sait précisément dès la compilation quel est le nœud HTML qui va être impacté par une modification de notre composant. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai dépassé un peu les 10 minutes. Oui, il n'y a pas de souci. Merci, Anthony. Il n'y a pas une question, mais il y a une petite interrogation par rapport au Virtual DOM pour savoir à partir de quelle taille d'application, nombre de composants, avoir un Virtual DOM, c'est quand même plus performant. À quel moment c'est plus performant d'avoir un Virtual DOM? Alors, en fait, je ne sais pas répondre vraiment à la question. Disons qu'il y a des comparatifs qui ont été faits qui montrent que sur des applications vraiment pas très grosses, on va dire, un nombre de composants assez réduit, l'approche de Svelte avec ce compilateur va être vraiment très bien et va procurer des performances qui vont être franchement améliorées par rapport à des frameworks avec du Virtual DOM. On va avoir une courbe qui va vraiment partir très bas en termes de poids de l'application. Par contre, plus on va grandir et plus on va avoir des applications vraiment conséquentes et plus en fait le poids réduit par l'impact du compilateur de Svelte va croiser la courbe des frameworks qui utilisent un Virtual DOM. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, l'impact du compilateur est très fort sur des applications petites et plus on va grossir et plus l'impact finalement va se réduire avec des concurrents qui peuvent utiliser un Virtual DOM. Mais on parle d'applications vraiment très importantes. Il faudrait retrouver un petit peu les benchmarks en fait. Ok, merci. Il y avait une autre question.
Est-ce qu'on constate une augmentation de l'utilisation de Svelte par rapport aux autres concurrents donc, Ouais, on constate. Alors, comme je disais, depuis la sortie de la version 3 de Svelte, on en parle beaucoup. Et puis, en fait, on voit surtout pour le moment un intérêt de la communauté pour la techno. Ça se traduit dans les enquêtes, par exemple State of JS, que vous connaissez peut-être, qui est une enquête réalisée au niveau mondial sur les envies et les utilisations des développeurs JavaScript. Et depuis 2 années, finalement, Svelte arrive tout en haut du classement des frameworks pour lesquels il y a vraiment un grand intérêt. En termes d'utilisation, par contre, on est encore très très loin des concurrents du Svelte, de React, de Vue.js et même d'Angular, mais on est quand même sur une pente ascendante. Et il y a des gros acteurs du web en général qui se mettent à Svelte. Maintenant, on a vu des offres d'annonces d'Apple assez récemment sur du Svelte, par exemple. Il y a quelques boîtes en France, Radio France, par exemple, je sais, qui fait du Svelte. Ok, merci. Merci beaucoup à tous les trois. On va pas se quitter tout de suite parce que on va faire monter Florent sur scène qui avait quelques mots à nous dire sur un événement qui s'appelle le Hack Commit and Push. Yes, tout à fait. Alors si je peux partager les slides aussi, ce serait tip top. Yes. Et alors je vais pas être très poli, je vais couper ma caméra parce que ma connexion est un peu limitée là où je suis. Et je vais essayer d'être rapide. Donc, ma mission, c'est de vous motiver à rejoindre l'événement Hack Commit Push qui aurait lieu en temps normal à Paris, mais qui en fait est un événement virtuel qui a lieu le samedi 29 mai. Et l'idée, c'est de participer pour contribuer pour la première fois ou non à des projets libres open source. Donc, on est actuellement toute l'équipe d'Orga très actif sur l'organisation. Et donc, c'est parti d'un constat il y a quelques années que contribuer à des projets open source ou des projets libres, c'est pas forcément évident, on ne sait pas forcément par où commencer. On a envie potentiellement de donner un petit peu de son temps, un petit peu de contribution à la communauté, mais on ne se sent pas forcément capable de le faire. Ou on est aussi limité par le temps, tout simplement. Ça peut prendre du temps, notamment quand on débarque sur des projets qu'on ne connaît pas. Il y a forcément une courbe d'apprentissage qui est pas tout le temps évidente. Et donc vraiment l'idée de Commit Push, c'est de pallier à cela. Donc c'est pour ça qu'on va. L'idée, c'est de regrouper des projets, donc représentés par des personnes qui connaissent ces projets et des gens qui veulent y participer. Et l'avantage, c'est que vous serez guidé en live, en direct par ces personnes, pour un peu n'importe quel type de contribution, que ce soit de la documentation, de la clarification de documentation, des fixes de bugs, des nouvelles features, ou aussi tout simplement des discussions pour le design futur, etc., etc. Vraiment, on est vraiment ouvert à tous les genres de contributions. Et cette année, on essaye vraiment d'avoir un max de projets différents, donc que ce soit l'OpenJDK, qui est peut-être un des projets les plus emblématiques, qui est une des distributions de Java open source, Neo4j, qui est une base de données graph, Kubernetes, donc le projet de documentation de Kubernetes, alors en français ou dans une autre langue. On a même un moteur de jeux vidéo, on a le projet de build Apache Maven, on en a encore beaucoup d'autres que vous pourrez voir sur le site paris2021.hack-commit.pu-pu.sh, pardon, ou -push, mais avec un point entre PU et SH. Encore une fois, c'est le 29 mai. La langue par défaut sera l'anglais, mais il y a beaucoup de porteurs et de porteuses de projets qui sont francophones, donc ce n'est pas nécessairement une barrière au travail pendant la journée. Et donc, on espère vous voir nombreux. L'événement est complètement gratuit, virtuel, comme je le disais. Et si, évidemment, ce format vous plaît, sachez qu'il y a aussi des meet-up, alors qui durent un peu moins longtemps, qui sont mensuels et qui sont en général de 2-3 heures par mois, sur le même format qui s'appelle HackerGarten. Et il se trouve qu'il y a un HackerGarten Paris tous les derniers mardis du mois que je co-organise. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez vous lancer dans la contribution de projets libres open source avec l'aide des leads de projets directement. Et donc, c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère réussir à vous avoir convaincu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, même si je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et je remets ma caméra pour la peine. Virgile, je crois que tu parles, mais ton micro est coupé. En effet, il fallait la faire.
Merci. Je disais que je voyais pas de questions dans le chat, mais si vous en avez, vous qui êtes dans le lobby, n'hésitez surtout pas. Ce que tu pourrais faire, c'est poster le lien vers l'événement dans le chat, ou alors nous l'envoyer à nous et nous on partage sur le chat. Yes. Nickel. Tu t'en occupes. Ah, c'est Ok. Ouais, je suis désolé, c'est ma faute, je suis allé trop vite, mais j'ai quand même envie de réparer ma boulette. Donc, Anthony, si tu veux bien, il y a une question qui est apparue dans le chat. J'ai fait une transition un peu rapide. Donc, si tu veux, si tu te sens inspiré d'y répondre, c'est une question qui demande quel est le niveau de maturité de Svelte, niveau DevTools, l'extension, tout ça. Ok. Le niveau de maturité. Alors, forcément, par rapport aux autres outils et aux autres frameworks qu'on peut utiliser, il y a quand même moins de choses. Malgré tout, il y a quand même une communauté qui est assez forte et qui fait des choses, qui font des choses très sympas. Donc, il y a une intégration qui est pas mal, par exemple, dans les IDE. Si vous faites du VS Code, il y a des plugins. Il y a un plugin officiel, on va dire, Svelte qui fait du lint sur la façon dont vous écrivez les choses en Svelte et qui est vraiment très sympa. Au niveau de la maturité, on va dire, globale de l'écosystème Svelte, on est quand même sur des choses qui sont assez récentes. Le support de TypeScript, par exemple, j'aurais une question aussi sur TypeScript là. Le support de TypeScript, il est assez récent finalement dans Svelte. Et puis on a une nouvelle chose qui est arrivée assez récemment dans l'écosystème Svelte, qui est SvelteKit, et qui est en fait une nouvelle version de Svelte qui repose sur l'utilisation de Vite, et qui est encore tout nouveau et encore en version bêta, et qui vient remplacer le framework SSR de Svelte qui s'appelle Sapper et qui a été déprécié. Donc voilà, on est encore dans une phase où il y a pas mal de choses qui bougent, et forcément, niveau de maturité, on n'est pas encore au niveau des concurrents. Mais en tout cas, pour faire du Svelte beaucoup, je peux vous dire qu'il y a de quoi s'amuser. Il y a vraiment quand même un écosystème qui est suffisant pour travailler efficacement. Merci beaucoup. Et du coup, là, pour le coup, il y a une question qui sera peut-être plus pour toi, Florent. Est-ce que c'est du TypeScript, c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans l'open source? Est-ce que c'est presque obligatoire? Je vais essayer de répondre avec mes connaissances limitées dans l'écosystème plutôt front-end, mais des quelques projets que je connais, je vois qu'effectivement TypeScript, et même à Neo4j où je travaille, on a réécrit récemment notre driver JavaScript en TypeScript, ne serait-ce que pour le confort de maintenabilité. Bon, après, je suis quelqu'un de biaisé parce que j'ai surtout de l'expérience avec des langages typés. Donc, pour moi, si c'était mon choix personnel, je partirais sans doute sur du TypeScript de toute façon, mais après, je n'ai pas suivi de près la tendance des projets front-end, mais oui, en tout cas, du peu que j'ai vu, les projets mainstream connus, en tout cas, effectivement, j'ai l'impression qu'ils sont tous basculés là-bas. Donc, mais voilà, my two cents, mais qui valent vraiment que ça, ils valent vraiment que 2 centimes pour le coup. Pour le temps, pour compléter, effectivement, moi, je sens aussi une espèce de tendance à migrer vers le TypeScript, déjà parce qu'en fait, tout simplement, les éditeurs de framework veulent offrir un support TypeScript à leur communauté, et du coup, ils en profitent bien souvent pour réécrire aussi leur framework ou leurs outils en TypeScript. C'est notamment le cas sur Vue.js, qui était totalement réécrit en TypeScript pour sa version 3. Ok, Dave, merci à tous les deux. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Et si vous n'en avez pas, vous non plus, dans le lobby, on va pouvoir se quitter là-dessus. Mais du coup, merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis. Merci à vous qui êtes intervenus ce soir. Merci à l'organisation aussi. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle continuation. À vous rappeler que la rediffusion de la soirée de ce soir sera présente sur YouTube incessamment sous peu, je dirais demain, a priori, ou plus tard. Normalement, on fait ça dans la foulée.
Je vous rappelle aussi que le Add Commit Push sera en remote le 29 mai, si je dis pas de bêtises. Normalement, oui. Yes. C'est bien ça. Et bien du coup, passez une belle soirée. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.